je m'installe à mon tour avec plaisir dans cette maison chaleureuse, avec une profonde envie de partager des récits de vie bouleversants. Pour découvrir des itinéraires inspirants. On s'est connus au CP, on était inséparables. Mais Richard, c'était pas possible qu'on puisse avoir une histoire. Parce que justement, on était trop complices. Je suis restée longtemps célibataire. Et un jour, j'étais chez moi avec ma petite tasse de café. Le matin, je reçois un mail de Richard. Donc là, un peu de mal à réaliser. Première réaction, c'est une blague. Il m'a donné son numéro de téléphone. Et là, c'est parti. On s'est appelé tellement de choses à se raconter. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et à grandir. Elle avait l'air tellement heureuse en fait que je lui ai dit fonce, vas-y. Les pensées étaient toujours tournées vers elle à un moment ou à un autre. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Marina. Son histoire va vous faire rêver à l'approche de la quarantaine. Elle désespérait de rencontrer le grand amour et s'imaginer finir sa vie seule et sans enfant. Mais c'était sans compter sur le destin qui allait placer son amour d'enfance de nouveau sur sa route plus de 30 ans après leur rencontre. Vous allez voir, son histoire va vous faire rêver. Je vais l'accueillir. Bonjour Marina. Enchantée de vous rencontrer. Merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, entrez. Magnifique. Venez dans la cuisine, mettez-vous à l'aise. Comment ça va Marina? Ça va, ça va. Venez vous asseoir pour moi. Est-ce que je vous sers quelque chose? Un café? Un thé? Un jus de fruits. Un jus de fruits. Alors, il y a multivitamine ou jus de pomme. Il y a le choix. Multivitamine. Ok. Merci beaucoup. Alors, on va parler d'amour avec vous et on s'en réjouit d'avance. Quel est le sens de votre venue parmi nous? Pour faire voir que dans la vie, rien n'est figé. Tout peut arriver, même à des moments où on s'y attend plus du tout. Donc, c'est un témoignage plein d'espoir. Plein d'espoir, voilà. Venu nous livrer. Pour préparer notre rencontre, je vous ai demandé de vous plonger dans vos albums photos, Oui. de choisir celles qui ont été importantes pour vous sur votre parcours d'enfant et sur votre parcours de femme. Je vais vous laisser aller les observer, vous en imprégner et puis on se retrouve après. À tout de suite. À tout de suite. Je vous rejoins. We have fallen down again tonight. In this world, it's hard to get it right. Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Happy is the heart that still feels pain. Darkness drains and light will come again. Swing open up your chest and let it in. Just let the love, love, love begin. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Il y en avait de cachés partout. Grand sourire. Oui. Oui, c'est émouvant, je les ai jamais vus comme ça. Et puis, je m'attendais pas à en voir sur la table en plus. Ouais. C'était au CP, c'est un petit spectacle qu'on fait en fin d'année. Et voilà, on était tous les deux, donc on devait danser. Et c'est la tenue et puis voir comment on a changé. Donc on voit sur cette photo Richard, votre Oui. amoureux, dont nous allons parler dans quelques instants. Donc une vie en photo. Oui. Quand vous regardez celle-ci, cette jolie petite fille brune, elle a quel âge? 6 ans. 6 ans. Du haut de votre vie d'aujourd'hui, du haut de votre histoire vécue, qu'est-ce que vous lui diriez à cette petite fille? Grandis avec tes rêves. Tout peut arriver. Elle avait quel rêve à l'époque?
cette petite fille-là? D'être heureuse, d'avoir des enfants ou un enfant, je sais pas, ça m'émeut de me voir en grand comme ça, parce que voilà, c'est une photo en fait qui a été prise par ma grand-mère et je l'aimais pas, mais vraiment je l'aimais pas. Et là de la voir, je la trouve jolie et ça fait remonter plein de choses en fait. Marina naît à Lyon en 1973. Tandis que son père continue de travailler, sa mère s'arrête pour s'occuper de ses 2 filles. Elle va alors grandir au milieu de cette famille bienveillante et heureuse. Vous êtes quel genre de petite fille, vous? J'aime bien rigoler, j'aime bien faire des petits spectacles, je suis un peu... je suis rêveuse, être seule avec mes livres, mais en même temps, j'aimais bien faire rire. J'aime quand il y a de l'ambiance, quand les gens sont heureux. Voilà, j'aime rendre les gens heureux. Voilà. Alors, ce Richard, dont nous allons beaucoup parler, vous le rencontrez à quel moment? Au CP, en fait, ça a été immédiat. Je pense que les instituteurs nous ont placés... je me rappelle, je sais que toute la scolarité, après, on était à côté. Mais je sais qu'on était tout le temps dans la cour ensemble. Alors, comment vous diriez que vous l'avez choisi, lui? À 6 ans, je sais pas. Parce qu'on était tout le temps ensemble. Lui, c'est tout au contraire. Richard était un petit garçon très timide qui parlait pas et il n'avait pas beaucoup de copains. Et pourquoi on était ensemble? Moi, j'avais des copines, mais j'étais souvent... Mais c'est marrant, justement, parce qu'une petite fille de 6 ans, elle est plutôt attirée par des filles, a priori. Elle a plutôt des copines. J'avais des copines, mais j'avais Richard. Donc vous étiez tout le temps ensemble, vous étiez l'un à côté de l'autre en classe pendant des années, hein. Ça a duré combien de temps? Jusqu'à CP, jusqu'au CM2, donc ça fait 5 ans. Et puis en dehors de l'école, vous étiez inséparables? Voilà, quand on sortait de l'école, on allait chez lui ou quand on avait des copies à rendre, je ne dois pas parler en classe, on avait fabriqué, on les a retrouvés en plus, 3 petits crayons qu'on avait scotchés pour faire les lignes plus vite. Ah bon? Donc ça, voilà, on faisait nos punitions ensemble. Ouais. Et puis on jouait Alors, aux il est billes. quand même très très ingénieux, ce garçon. On verra qu'il est devenu ingénieur après, mais donc c'était une invention pas mal. Il fallait penser à celle-là. Il fallait penser. Mettre 3 crayons. Scotchés pour aller plus vite. Et puis on jouait essentiellement aux billes et à l'élastique. Parce que dans les années 60-80, il y avait l'élastique. C'est pas un jeu de garçon, ça, l'élastique? Justement, c'est ça qui... on sortait de l'école et j'étais pas très bonne. Donc le soir, il m'entraînait. Donc on était sur la place, il entourait son élastique autour du poteau et il pouvait rester 1 heure, 1 heure et demie à... Moi, je sautais et lui, il était avec son élastique sans bouger. Donc, quand même de la patience. Incroyable. Vous étiez confident? Vous faisiez des confidences? Oui, mais gentil. Enfin, voilà, il n'y avait pas de notion... Je crois que j'ai jamais dit c'est mon chéri ou on s'est jamais fait de petits bisous, de choses comme ça. C'était... quand je rentrais de week-end, le dimanche, la première chose que je faisais, comme on habitait à côté, c'était regarder par la fenêtre de sa cuisine, par exemple, s'il y était. Et... Parce que vous habitiez, vous pouviez vous voir depuis les fenêtres de vos cuisines. C'était stratégique, oui. On jouait de la flûte par la fenêtre, donc tout le quartier en profitait. On ouvrait les fenêtres et on apprenait la flûte à bec à l'école. Donc, Alors, il s'occupait de vous, il jouait à l'élastique, il vous brossait les cheveux aussi pendant des heures? Oui. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un... Mais tout ça, il n'était pas un peu efféminé, non? Non, non, pas du tout. Et non. ses copains se moquaient pas de lui quand il jouait à l'élastique avec vous et quand il vous brossait les cheveux? Non, brosser les cheveux, c'était chez moi. Et voilà, moi je lisais ou il me parlait et voilà, il était... je revois l'image, c'était d'une patience... Et vos parents, ils disaient quoi de ça? Ils trouvaient ça normal qu'un petit garçon vienne vous brosser les cheveux? C'était après l'école. Enfin, maman, on était dans la chambre. De toute façon, on était calme. On faisait pas... Je pense que personne s'est jamais vraiment posé de questions, je pense. Hein. Et alors, est-ce que vous vous disiez que vous étiez amoureux? Est-ce que vous parliez d'amour tous les deux? Il me manquait. Donc, maintenant, avec un regard d'adulte, on se dit que c'était ça. Mais sur le coup, non. Et alors, il vous arrivait de partir en vacances ensemble aussi? Aussi, oui. Nos parents se connaissaient puisqu'ils faisaient partie, son papa et ma maman faisaient partie de la même association de parents d'élèves. Et puis, au ski, on est parti dans un premier temps et on louait des chalets séparés.
Et on se retrouvait sur les pistes, d'où la photo qui me fait sourire. On voit mon beau-père et Richard. Donc, on avait 7 ans à peu près, 7-8 ans. Et puis ensuite, Richard a fait partie des scouts arméniens et je partais avec eux au scout arménien. Ouais, donc vous étiez vraiment inséparables. Inséparables. Ils portaient mes skis parce que c'était trop lourd. Attentionnés, gentils, inséparables tout le temps. Durant 5 ans, Marina et Richard ne se quitteront jamais. Leur amitié est indestructible. Mais voilà que l'entrée au collège se révélera fatale à leur lien pourtant si fort. On est dans le même collège, mais justement, on se voit pratiquement plus. On n'est pas dans la même classe. On se cherche du regard. Moi, j'ai mes copines. On joue dans la cour. Voilà, on se croise parce que c'était des escaliers, donc voilà, on se croisait. Mais on n'était pas dans la même classe, donc on se voyait moins. Vous étiez tellement intimes que vous auriez pu vous retrouver aux récréations ou en dehors des cours. Et lui avait des copains. Moi, j'avais non dehors des cours, non, parce que je pense que là, il y avait des sentiments qui n'étaient pas. C'était peut-être moins innocent à 11-12 ans, on peut commencer à se poser des questions. Alors, quand vous avez senti cette gêne et cette distance, est-ce que vous avez essayé d'aller parler avec lui? Non. Alors, c'est vrai qu'en début de 6e, on retournait voir notre instituteur avec un de ses... On était 3, il y avait un de ses copains, Richard et moi, et tous les samedis, voilà, le samedi matin, on allait voir notre professeur. Et ben voilà, moi, j'étais avec son copain. Ah, vous étiez tombée amoureuse de son copain. Voilà. Et lui, mais Richard, c'était pas possible qu'on puisse avoir une histoire. Pourquoi? Parce que justement, on était trop complices. Ouais. Est-ce que vous vous êtes sentie un peu coupable de tomber amoureuse de son copain? Ben, en fait, comme avec Richard, c'était pas de l'amour. C'est ça, j'étais coupable de rien puisque j'avais un complice, j'avais quelqu'un qui me comprenait. On n'a pas besoin de se parler, même maintenant, on se comprend. Alors que là, c'était clair. J'avais un copain, comme tout le monde. Voilà. Et alors, ça dure longtemps avec ce David? Quelques mois. Puis après, il est parti avec ma copine. Ah bon, alors. Gentil, hein. Donc là, c'est un coup dur pour vous? Un petit peu, oui. Donc vous le vivez mal? Je le vis mal. Et je ne vais pas chercher Richard. Ah non. À ce moment-là, vous ne retournez pas vers lui? Non. Et pourquoi? on se parlait pratiquement plus. Loin de Richard, Marina tombe amoureuse, puis vit sa première rupture. Elle souffre au point d'en tomber malade, d'être hospitalisée et de rater son année de 3e. Elle redouble et la famille déménage à La Rochelle. Là-bas, Marina s'épanouit et reprend des forces. Elle a 16 ans lorsqu'elle revient à Lyon. Sans nouvelles de Richard, elle entre au lycée, mais dès les premiers jours de la rentrée, le destin va se charger de les réunir. Un jour, dans le bus, donc j'attendais, je le vois. Et donc, il avait changé. En un an, il avait grandi comme tous les adolescents. Vous l'avez reconnu? J'ai reconnu son regard. Et là, pendant 2 ans à peu près, j'ai pris le bus avec lui sans jamais l'aborder. J'étais tétanisée. Il était... Il ressemblait à ça à ce moment-là? Il ressemblait à ça. Mais quand vous étiez pendant des années avec un petit garçon comme ça et que vous le voyez quelque temps comme ça, après... Ah bah c'est sûr que... Alors vous vous dites quoi? Il vous plaît? Il est beau. Il vous plaît encore plus, j'imagine. Mais je ne pouvais pas... Et lui ne m'a pas vue. Vous êtes sûr qu'il vous a pas vue? À certaines, mais même en reparlant maintenant. Et c'est quand j'ai fait voir certaines photos, je dis, mais j'étais assise à côté de toi, voilà, j'étais comme ça. Il me dit, mais je voyais rien. Sinon, lui serait venu peut-être me dire... Et pourquoi vous n'avez pas osé parce que vous avez l'habitude d'être réservée, vous avez l'air plutôt bavarde, vous n'êtes pas vraiment timide? Inexplicable. J'en avais parlé à maman, elle me dit, mais va le voir, dis-lui bonjour. Mais je ne pouvais pas. Alors vous en étiez où, vous, à l'époque? Vous étiez donc au lycée, vous aviez des petits copains? J'ai eu un petit copain, oui, ça a duré longtemps, qui avait justement un regard bleu doux. Et un peu comme lui? Voilà. Même si ses yeux bleus lui rappellent ceux de Richard, Marina sait désormais qu'elle doit oublier son amour d'enfance. Elle change alors ses habitudes et emprunte une autre ligne de bus. Elle ne croisera plus jamais celui qui avait pris le pouvoir sur ses pensées. Pendant 16 ans, Marina se construit une vie loin de Richard.
Vous avez trouvé un boulot, Voilà, vous avez eu des histoires. oui. À ce moment-là, il était où, Richard? Vous aviez des nouvelles ou pas? J'avais des nouvelles indirectement par ses parents, enfin, mais comme maman voyait ses parents, je prenais des nouvelles. Et lui prenait de mes nouvelles. Donc j'ai su qu'il était parti aux Pays-Bas, j'ai su... voilà. Bah, vous saviez quoi? Qu'il était célibataire? Qu'il Non, avait j'ai pas quelqu'un? cherché à savoir. Vous n'avez pas posé de questions? Jamais. Pourquoi? C'était d'une logique. Il était tellement gentil, tellement qu'il avait. Il avait une famille, il avait. C'était pour moi une certitude. Ouais. Vraiment, je me suis posé aucune question. Mm. J'ai vu au mariage de ma sœur ses parents. Je leur ai demandé des nouvelles de Richard. Ils m'en ont donné. Ils m'ont dit qu'il était aux Pays-Bas. Mais là, voilà, pourtant, je suis quelqu'un qui parle, qui est ouvert. J'aurais pu poser la question. Mais inconsciemment, j'avais peut-être pas envie de savoir. On demandera tout à l'heure à la psychologue qui nous rejoindra Voilà. ce qu'elle en pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant 16 ans, chacun, vous faites votre vie de votre côté. Vous, Oui. vous avez un boulot, vous travaillez dans une banque. Oui. Non. Et puis lui, il est donc parti aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, voilà. Bon, à ce moment-là, vous enchaînez des relations. Je suis restée longtemps célibataire, Mhm. jusqu'à me faire une idée en me disant que j'allais finir célibataire avec mon chat. D'accord. C'était voilà. Donc vous aviez quel genre de vie? Vous aviez des copines J'avais des copines, mais qui étaient célibataires aussi? Non, bah elles avaient toutes mariées, des enfants. J'arrivais vers 35 ans, voilà. Vous vous disiez quoi? Vous les enviez de se marier, d'avoir des enfants? Oui, je voulais des enfants, je voulais avoir un compagnon, être mariée. Enfin, Mm. ça se faisait autour de moi, mais moi c'est bon. Donc je sortais pas. Je restais, je rentrais du travail, je restais, je lisais mes livres. Non, j'étais. Et vos copines, elles vous disaient quoi? Marina, faut que tu sortes, c'est pas comme ça que tu vas trouver le grand amour, toi qui veux des enfants, t'adores les enfants, tu crois qu'il va venir taper à ta porte en disant coucou, c'est moi, je viens te chercher. Puis c'est vrai qu'elles avaient raison, mais voilà. Et au fond de vous, vous vous disiez quoi? Je vais rester célibataire toute ma Ah oui, vie, oui. j'ai 35 ans, l'horloge biologique tourne, C'est ça. j'aurai pas d'enfant. Pas d'enfant, tu vas finir avec ton chat. Mais donc vous étiez désespérée quand même. Ah oui, bah après je me suis habituée, vous savez, au bout d'un moment vous faites une résolution. Enfin, Non mais 35 ans c'est jeune, on a encore toute la vie devant soi pour rencontrer quelqu'un. Mais comme je sortais pas, il y avait quand même très peu de probabilité que je rencontre quelqu'un. C'est vrai que personne va venir frapper à la porte, c'est rare. Mais j'étais bien comme ça, j'avais... Et puis un jour, Ah, en 2008, avril 2008, oui. vous recevez un mail. Je reçois un mail de Richard. J'étais chez moi avec ma petite tasse de café le matin. Je venais juste de prendre un ordinateur, parce qu'auparavant, j'en avais pas. Et je m'étais inscrite sur un site, Un réseau social. voilà, pour chercher des amis d'avant. Et du coup, quand j'ai ouvert, j'ai vu un message. Et là, j'ai lu un mail me disant qu'il m'avait cherché et qu'il avait éprouvé des sentiments tellement évidents et cet amour tellement évident que nous n'avons pas su partager. Voilà, me présent. Donc il vous faisait une déclaration d'amour C'est quand une même sur le déclaration. mail. Oui. I wish we could live forever, then melt into the sun. On n'y croit pas. On Ouais. est avec ta tasse de café le matin devant l'ordinateur. Je me suis dit, c'est une blague. Première réaction, c'est une blague. Vous en avez parlé à quelqu'un? Ben, j'ai appelé maman qui m'a dit ouh là 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 là. Je dis bon, j'envoie un mail. Nous deux, on a des choses en commun que personne ne sait. Si c'est un imposteur, on verra. Donc j'ai envoyé des petits messages. Alors par exemple, vous lui avez demandé quoi? Le lieu où on partait en vacances avec les scouts, quel était le nom du poète dont on avait visité le château. Enfin vraiment des choses qu'on était seuls à savoir. Et il vous a répondu? Tout de suite. Et je dis, ouais, c'est vrai, c'est lui. Donc là, un peu de mal à réaliser. Et il m'a donné son numéro de téléphone. Et là, c'est parti. On s'est appelé. Tellement de choses à se raconter. Donc là, vous lui avez avoué que vous aussi, vous aviez des sentiments petites? Oui. Mais c'était mon chéri de l'époque. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous parlez au téléphone? Bah, il y a de nouveau cette complicité qui est jamais partie. Donc, on se raconte. Et comme si on s'était quitté La veille. Donc, quand même, on a fait. Donc il n'y a aucune gêne. Aucune gêne. Bon, lui était célibataire, sans enfant, donc déjà. Ça tombait bien. Ça tombait bien. Il n'avait pas eu d'histoire pendant toutes ces années? Apparemment,
très peu à voir, avec des jeunes filles avec les cheveux bruns et les yeux noirs. Donc, il vous cherchait. Il me cherchait. Il me vous l'a l'a dit, avoué, ça? Oui. Et puis Marina, il prenait des nouvelles par ses parents. Il était tout content dès qu'il en avait. Ça, je l'ai su après. J'ai pas. Est-ce que vous vous êtes envoyé des photos? Alors, on s'est envoyé une photo. Donc, j'ai cherché une photo. Voilà. Lui, il m'a envoyé tout de suite une photo. Et là, il était encore un peu plus âgé que là. Et là, pareil, j'ai trouvé magnifique. Donc, quand il m'a envoyé un billet de train, un billet d'avion, 15 jours après pour le rejoindre au mois de mai à Amsterdam, j'ai pas hésité. Marina est assaillie par les émotions et l'impatience, mais elle ne veut pas faire de plan, juste vivre l'instant présent, se donner à ses sentiments. Comment pouvait-elle se douter que ce voyage allait faire basculer sa vie? Vous êtes prête à partir? J'imagine que vous êtes un peu excitée à l'idée de partir le rejoindre. Oui. Avec qui vous en parlez? Comment vous préparez ce voyage? Alors, j'en ai parlé avec une copine, j'en ai parlé avec maman, j'en ai parlé avec ma sœur qui m'ont dit, bon, bah écoute, vas-y. Le matin, j'ai failli rater l'avion tellement j'étais stressée. J'ai fait des essais de tenue, comme on fait. Vous êtes partie comment? Dans quelle tenue? Qu'est-ce que vous aviez décidé? Alors, j'avais décidé, comme j'étais employée de banque et que j'avais quand même beaucoup de tailleurs, j'étais partie avec mon tailleur noir, C'est super strict, ça, non? strict, mais voilà, c'était neutre. Pantalon noir, Ni veste trop noire. sexy, ni trop Très bien, décontracté. Puis c'était moi, Ouais. j'étais employée de banque, puis je me sentais à l'aise comme ça. Mm. Et puis j'ai pris l'avion, donc j'étais pas bien. Et puis alors, le moment où vraiment ça a été, où on tremble partout, on a des petits papillons. Quand il m'a attendu à l'aéroport, il y a des grandes baies vitrées à l'aéroport d'Amsterdam. Et là, je l'ai vu. Et ça a été... alors, on s'était pas revu de juste se prendre dans les bras et se voir, tout simplement. Alors, on se parlait au téléphone, mais c'était quand même pas la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes pris dans les bras? Oui, on s'est pris dans les bras. Vous êtes embrassés? Oui, mais normalement. Voilà. Même si on s'était parlé au téléphone, voilà, c'était en tout bien, tout honneur. Je suis Il était venue, comment, lui? Il était en costume? Non, il était passé chez lui changer, donc lui, il était en short, en bermuda, avec des chaussures, un t-shirt, des contracts. Donc vraiment, encore une fois, l'opposé vestimentaire. Alors, donc, vous vous retrouvez. Est-ce que la complicité était aussi évidente qu'au téléphone? Oui. Il n'y a pas eu de gêne? Il Non. n'y a pas eu un moment où on ne sait pas trop quoi se dire, quoi faire? Non, on a parlé. Moi, je me suis posé plus de questions en y allant, en me disant, oh là 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 là, comment, en te réveillant le matin, voilà, la tête que tu vas. C'est des questions de filles. Ouais. C'est tout bête, on se pose plein de questions. Et puis en fait, Ça, les questions de filles, hop, on en a. on en a. Alors qu'en fait, il faudrait pas s'en poser. Mais et du coup, non, tout s'est évaporé et on s'est embrassés très rapidement après. Dès qu'on est arrivé chez lui, voilà, je regardais, il avait un petit jardin et ça a été une évidence. Voilà, on s'est embrassés et on s'est plus quittés. Donc là, tout de suite, Tout de évidence. suite, évidence. Les discussions, là, qu'est-ce qu'on fait? On se repasse le film et on s'avoue, on se dit, ah ben tiens, à ce moment-là, je ressentais ça, j'aurais dû te dire ça. Tout à fait. Pourquoi t'étais comme ça à tel moment? Il y a des choses qui l'ont marqué ou que j'avais complètement oubliées. Et puis oui, se rappeler c'est une grosse période de notre vie, cette complicité. On a rigolé en disant, mais tu te rends compte, on jouait de la flûte par la fenêtre, vraiment. Et puis il me disait, mais oui, tu te souviens, au scout arménien, tu venais sans arrêt. Fallait que tu sois là pour mes récompenses, voilà. Est-ce qu'il vous a dit qu'il vous avait cherché pendant des années, que Oui. vous lui avez manqué? Oui, et qu'il avait toujours pensé à moi. Et pourquoi il vous a pas contacté plus tôt? D'abord, je n'avais pas d'ordinateur, donc c'était difficile. Et comme il est très timide, je pense qu'il vous le dira peut-être tout à l'heure, il n'a pas osé. Bon, je lui poserai la question tout à l'heure parce qu'il va nous rejoindre, D'accord. ce Richard. Alors, donc là, vous dites on ne s'est plus quitté parce que c'était une évidence et vous avez eu du mal à repartir travailler, j'imagine. Il fallait que vous rentriez chez vous. Alors, je suis rentrée au bout d'une semaine. Et là, de nouveau, des longues nuits au téléphone. Donc là, c'était un peu fatigant. Travailler la journée, parler au téléphone la nuit. Ouais. Et tous les week-ends, on se retrouvait, donc ou à Paris ou à Lille, pour se voir. Et puis, je suis partie en À août. chaque fois que vous vous quittiez, ça devait être un déchirement? On attendait la fin de la semaine. Je prenais mon train très rapidement. J'ai posé des samedis, comme à la banque, je travaillais le samedi, pour prendre le vendredi
J'arrivais des fois à 11h, minuit, mais c'est pas grave, c'était juste... Et donc ça devait être invivable. Oui, j'ai pris la décision au mois d'août, lui me demandait de venir vivre à Amsterdam et ça a été très clair. J'ai posé un an sabbatique, je suis arrivée en Hollande en novembre. Donc entre le mail et le mois de novembre, il s'est passé très peu de mois. Ah ouais. Mais c'était comme si on s'était... C'était lui, voilà. On se connaissait tellement depuis qu'on était petits, on a tellement plein de souvenirs. C'était une évidence. Donc vous avez changé de vie, changé Complètement. de laisser votre travail, vous êtes allé vous installer là-bas. Oui. Et votre famille, ils ont réagi comment quand vous leur avez annoncé que vous aviez tout plaqué pour vivre avec lui? Ils m'ont dit réfléchis. Bon, c'est vrai que ça les a surpris, c'était quand même très rapide. Je suis partie, on part de France, comme vous disiez, le travail. Et puis j'aurais dit, de toute façon, ça va marcher. Et pour Richard, c'était sûr aussi, ça allait marcher. Et puis tout est allé très vite, parce que qu'est-ce qui s'est passé assez rapidement? Je suis tombée enceinte et on a eu un petit garçon. Au bout de combien de temps? Je suis arrivée en novembre 2008, Thomas est né au mois d'octobre 2009, donc très rapidement. Depuis 8 ans maintenant, Marina vit aux Pays-Bas, levée tout contre Richard et leur fils Thomas, heureuse d'avoir retrouvé celui qu'elle a toujours attendu. Et la vie là-bas, à aucun moment vous n'avez douté, parce que changer de vie, c'est pas évident quand même. Arrêter de travailler, vous qui vous étiez concentré pendant des années sur votre travail, sur votre vie de célibataire, vous n'avez pas eu peur d'être bousculé dans vos habitudes? J'avais j'avais l'homme de ma vie, j'avais un enfant, j'avais tout pour être heureuse. Et alors aujourd'hui, vous vivez où? Aujourd'hui, je vis toujours aux Pays-Bas. Je suis à La Haye, aux Pays-Bas. Et votre petit garçon à quel âge? 7 ans. Thomas. Thomas, il est Et né il aux se plaît Pays-Bas. là-bas? Il n'a jamais vécu en France, puisque il est né aux Pays-Bas et on a toujours vécu aux Pays-Bas. Donc, Et jamais vous n'avez regretté? Non. Non, je suis heureuse, j'ai mon fils, j'ai pris des cours néerlandais, je donne des cours après l'école pour pouvoir m'occuper quand même de mon fils, comme Richard voyage beaucoup. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez que je retienne de votre parcours? Que dans la vie, il n'y a rien d'irréalisable. La vie, elle est pleine de surprises. Ça arrive souvent quand on s'y attend pas, mais rien n'est jamais figé, rien n'est écrit. Moi, j'étais avec mes certitudes, vous voyez, en un an, tout a été bouleversé. Donc c'est ce que vous dites à ceux qui peut-être se sentent désespérés parce qu'ils sont célibataires, parce qu'ils se disent qu'ils trouveront jamais l'amour? Voilà, c'est ce que je leur dis. Regardez mon histoire. On s'est connus au CP et j'avais quand même très peu de probabilité qu'on m'envoie un mail. Mais ça suppose quand même des qualités d'ouverture. Quand même, il faut avoir le courage de prendre la décision de tout plaquer pour partir. Moi, je ne l'ai pas vu comme du courage. C'était évident. Je ne me suis pas du tout posé la question. Et alors, est-ce que vous l'avez raconté à votre fils, cette histoire? Alors, il sait qu'on s'est rencontrés au CP. Il a vu des photos de classe de nous deux. Alors, on lui explique que c'est pas tous les papas et les mamans qui se rencontrent à l'école. Alors, justement, est-ce que lui, il a des dispositions à avoir une petite copine à son âge? Est-ce que vous êtes attentive à sa vie amoureuse? Alors, j'essaye de faire abstraction. Alors, lui, il a surtout beaucoup de copines. Il n'a pas beaucoup de copains. Il est un peu comme son papa. Comme son papa. Voilà. Il en a une dont il me parle, mais il la voit plus. Mais c'est toujours la même qui revient. Mais quand on lui demande s'il a une amoureuse, non. Mais quand même, il a surtout des copines et une en particulier. Une en particulier qui revient. Et si jamais un jour il la retrouve plus tard, qu'est-ce que vous diriez? Eh ben, je me dirais, c'est l'histoire qui continue. C'est l'histoire qui continue. Ça, c'est de génération en génération où j'espère. Enfin, nous, c'était pas le cas, mais là, je vois beaucoup de parents à l'école où ils disent, ça fait 2-3 ans qu'ils sont ensemble, mais on peut pas parler d'amour. Méfiez-vous, parce qu'on ne sait jamais. Si vraiment on a quelqu'un dans la tête, on va rechercher, je pense, avec le recul, toute sa vie, quelqu'un qui va nous rappeler cette complicité qu'on a connue enfant et un regard, je pense. Super belle histoire d'amour. Merci en tout cas d'être venu nous la raconter, de nous avoir fait confiance. Comment vous vous sentez là? Ça va, mieux. Mieux.
Ça va mieux. Alors évidemment, on a très envie d'entendre le point de vue de Richard pour voir comment il a vécu tout ça, pour voir ce qui l'a motivé à venir reprendre contact avec vous et puis qu'il nous renseigne sur la vie qu'il mène avec vous aujourd'hui. Oui. On aura aussi l'une de vos amies. Oui. Que vous allez nous présenter et qui va nous raconter les moments que vous avez partagés au moment où vous étiez célibataire et comment elle essayait de vous pousser à sortir pour rencontrer l'âme sœur, comme on dit. Et puis on va aussi discuter avec une psychologue qui va justement nous parler de l'importance des sentiments des enfants. On le dit souvent, il n'y a pas d'âge pour aimer. On va voir à quel point un amour d'enfance peut être important. C'est ce que vous nous avez démontré. Merci beaucoup de votre confiance. Je vais les chercher. Oui. Vous m'attendez. Je reviens. À tout de suite. Merci. Mes invités comme Marina aujourd'hui ont ce genre de force et de pudeur qui permet de dépasser tous les obstacles. Pourtant, une question s'impose. Comment a-t-elle fait pour les surmonter? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter son mari, ainsi qu'une de ses amies et une psychologue, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. On compare toujours, souvent avec son premier amour en disant c'était quand même mieux. Mais quand on est toujours préoccupé par le passé, avec des remords, avec plein de choses même qui peuvent nous polluer, on n'arrive pas à avancer. Mais vous voyez que finalement, comme par hasard, souvent quand on a de l'espace en soi, il y a quelqu'un qui vient. Quitte à être déçu, qui ne tente à rien. On vient de découvrir votre belle histoire d'amour. On va être curieux de découvrir votre point de vue. Donc, présentez-nous qui est là. Donc Richard. Richard, on avait compris, votre compagnon. Sandra, ma meilleure amie. Et Florence, psychologue spécialisée dans les questions d'enfants et d'ados. Sandra, vous connaissez depuis quand? Depuis 16 ans. 16 ans, ouais, D'accord, donc vous êtes connue au travail peut-être? Oui, aujourd'hui je suis illustratrice, mais à l'époque on travaillait dans un étabbissement bancaire toutes les deux. D'accord. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc vous aussi, vous avez changé de vie? Oui, complètement. Par amour aussi? Non, pour réaliser mon rêve de petite fille. Magnifique. Donc c'est quand même de beaux exemples de personnes qui sont allées au bout de leur envie, au bout de leur amour. Et c'est vraiment ça qu'on retient de vos histoires. Comme quoi il faut savoir s'écouter et se respecter dans ses choix. Alors Richard, est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre à tous les deux? Est-ce qu'il est timide un peu, Richard? Un petit peu beaucoup. Oui, il est timide. Notre rencontre, on s'est connus au CP, alors on s'est rencontrés à la rentrée et c'est vrai qu'on ne s'est pas quittés. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en découvrant cette petite fille? C'était quel genre de petite fille, déjà? Énergique, vivante, pleine de vie. Peut-être quelque chose qui m'attirait, qui me complémentait. Moi qui suis plus réservé, plus timide. Donc vous êtes devenus très rapidement fusionnels. Vous étiez assis l'un à côté de l'autre en classe. Et puis elle nous racontait que pendant la récré, vous étiez tout le temps ensemble. Voire à faire des jeux de filles quand même. Elle nous disait que vous jouiez à l'élastique. Vous vous étiez pas chambré par vos copains à l'époque? Non, pas particulièrement, non. Marina était là, c'était ma copine, et puis voilà. Je pense qu'il y a 6 ans, on se pose pas trop de questions. On était bien ensemble et on jouait ensemble, voilà. Donc en dehors de l'école, vous aviez des activités. Elle nous racontait que vous jouiez aux billes, que vous jouiez du pipeau, chacun aux fenêtres de vos cuisines respectives. Il y a une anecdote sur le chant. Ah, le chant, à la chorale de l'école, on a été exclus tous les deux. Pour quelle raison? Le même jour. Parce qu'on chante très faux tous les deux. Donc on nous avait mis gentiment en face. On était assis et on regardait les autres chanter, mais nous on chantait trop faux. Donc ça aussi, vous l'avez fait ensemble, l'exclusion du cours de chant. Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir des sentiments? Est-ce que vous vous disiez que vous étiez amoureux à ce moment-là? Je pense, oui. Oui, de toute évidence. Je me souviens que on me demandait souvent est-ce que tu es amoureux et qui c'est ton amoureuse, et Marina me demandait me posait souvent aussi la question qui c'est ton amoureuse. Marina parlait d'amour, elle. Oui. Et alors vous répondiez quoi? Et en fait, elle pointait du doigt d'autres
d'autres copines de classe. Et moi, je lui répondais que non. Et j'osais pas lui avouer que j'étais amoureux d'elle. Parce que vous essayez de le titiller sur ses sentiments. Je ne me souviens pas. J'étais pas gentille, hein. Mais je me souviens pas du tout. Quoi, elle était jalouse en fait. Vous n'aviez pas le droit de regarder d'autres A filles posteriori, oui. Hein? Est-ce qu'elle vous manquait quand vous n'étiez pas avec elle, oui? Mes pensées étaient toujours tournées vers elle à un moment ou un autre. Alors voilà, on a grandi, on a évolué, on a suivi des chemins séparés par la suite. Mais elle est toujours restée quelqu'un de spécial pour moi. Alors Florence, on va revenir sur ces sentiments d'enfant, des sentiments extrêmement forts qu'il ne faut pas négliger, j'imagine. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Voilà, c'est-à-dire que c'est un bel exemple parce que 6 ans, c'est quand même petit. On ne s'imagine pas en tant qu'adulte qu'on peut être amoureux à 6 ans. Même le fait de vous entendre, je trouve ça très beau de sentir. Alors vous n'aviez pas forcément les mots, vous dites j'étais amoureux mais je ne sais pas. On ne sait pas trop si finalement quand vous lui posiez la question, si vous pensiez à l'amour, vous dites à 6 ans, moi je ne me posais aucune question. J'étais juste Marina, moi j'étais bien. Alors que nous, les adultes, on a tendance quand même à mettre des cases pour tout, à essayer de comprendre est-ce que c'est un amour ou pas. En tant qu'enfant, on vit les choses et ça peut être très très fort, très intense. Mais le fait qu'il n'y ait pas de mots, ça aide même à aller au-delà. C'est ça. Dès qu'on se dit on est amoureux, tout de suite ça fait peur. Il y a le regard des adultes. On va le voir après comment ils l'ont vécu justement à l'âge de l'adolescence. Mais un enfant aime comme un adulte? Non, vous dites qu'il est moins inhibé finalement, il se laisse plus aller. C'est-à-dire que l'enfant, il se pose aucune question. Donc le sentiment amoureux, le sentiment d'amour, il existe, mais j'ai envie de dire même pour un bébé. Un bébé, il aime sa mère, il est amoureux et elle lui manque. Il a besoin d'elle. Et puis, progressivement, ça va se porter sur d'autres figures d'attachement. Mais l'amour, finalement, dès le premier jour de la vie, on peut le ressentir. Est-ce qu'il y a des éléments caractéristiques particuliers qui font que 2 enfants s'attirent? Alors, chaque histoire est différente, mais parfois, quand les sentiments peuvent être très forts, parfois, à la maison, on peut avoir une famille où on peut avoir des petits manques, où on peut avoir des choses où on a peut-être besoin de plus d'attention. Des petits manques, genre quoi, des vides affectifs? Oui, mais ça peut être une grande fratrie, ça peut être un papa qui travaille beaucoup, qui n'est pas tout le temps là, ça peut être plein de choses différentes qui fait que l'enfant va trouver sa ressource affective ailleurs. Donc, c'était votre cas, Marina? Est-ce qu'il y avait un vide affectif chez vous? Non, mes parents se sont séparés, j'étais déjà en CM1, CM2, donc la relation que j'avais avec Richard existait déjà. là, voilà. C'était un moment un peu tendu, un peu spécial. Et oui, notre relation s'est définitivement renforcée à ce moment-là. Vous vous faisiez du souci pour elle? A posteriori, oui, je me faisais du souci. Je me demandais comment elle vivait cette période. Mais poser des noms sur des sentiments pour des enfants, c'est difficile. Vos parents vous demandaient si vous aviez une amoureuse? Vous leur avez répondu que c'était Marina ou pas du tout? Non, moi j'avais pas d'amoureuse. Ouais, c'est ça. Je l'ai gardé pour moi. Ouais. Et vous? Pareil. Comment on doit réagir en tant que parent lorsqu'on observe qu'un enfant a des sentiments forts ou est très lié à un autre et qu'ils passent tout leur temps ensemble? J'imagine qu'il faut faire attention à ne pas s'en moquer ou au contraire, est-ce qu'il faut prendre ça à la légère? Alors, si l'enfant naturellement va vers un enfant et qu'il y a une relation très forte, c'est important de pouvoir le respecter. Souvent, les parents ont tendance à les séparer et demandent parfois même au professeur de les changer de classe quand un enfant est trop fusionnel. Ouais. Mais en général, ce qui se passe, c'est que soit il va vouloir le garder, soit il va se retrouver dans une autre relation fusionnelle avec un autre enfant et on va retrouver le même schéma répétitif. Ouais. Donc en soi, c'est bien de l'accompagner et de l'aider parfois d'avoir d'autres figures d'attachement si nécessaire, pour pas qu'il s'enferme. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je me souviens en 4e, moi j'avais un amoureux et que j'avais depuis la 6e. Et la professeure de français nous avait séparés parce qu'on était tout le temps l'un à côté de l'autre et parce qu'on n'était pas très attentifs. Et moi, elle m'avait mise au fond de la classe à côté d'un garçon qui me plaisait pas du tout, alors que lui, elle l'avait mis à côté de la plus jolie fille de la classe. Donc c'était cruel, je me sentais... c'est horrible, non, comme situation. Donc j'imagine que c'est pas le genre de choses que vous préconisez. Oui, parce que là, c'est l'adulte qui vient interférer dans la vie des enfants. Donc ça va en rien altérer le sentiment. Non, au contraire, ça l'exacerbe. Ça l'attise.
Donc, en tant que parent, alors, on fait quoi? On respecte, on accompagne et on essaie de diversifier l'attention? Comment vous diriez? Souvent, c'est que le parent a peur que leur enfant s'enferme dans une relation et qu'il ne soit pas avec d'autres enfants. Et la peur, c'est que par exemple, cet enfant peut déménager, il peut changer de classe, il peut redoubler. Et tout du son coup, monde s'écroule. Voilà. Donc le parent, par anticipation, avant même qu'il se passe quoi que ce soit, même pour les frères et sœurs, on le voit aussi dans le cas des jumeaux, ils veulent que leurs enfants soient séparés parce qu'ils ont l'impression qu'en contrôlant ça, l'enfant va s'ouvrir plus au monde. Ils ont raison ou pas de penser ça? Ça change rien. C'est-à-dire si mon sentiment à l'intérieur, c'est d'être en fusion ou c'est d'être avec quelqu'un, personne ne peut interférer sur ce sentiment. C'est votre besoin, on le voit à 6 ans, même des années plus tard, ça ne change rien. Donc il faut respecter. Bien sûr. Les parents. Alors, vous grandissez, vous passez 5 années inséparables tous les deux, et puis vous entrez au collège. Là, vous êtes séparés, vous n'êtes pas dans la même classe, vous ne faites pas les mêmes langues, je crois. Hein. Oui. Vous faites allemand, Marina, et vous choisissez espagnol. Comment vous vivez, vous, ce moment-là? Un peu mal parce que c'est le moment de l'adolescence, l'entrée dans l'adolescence. Je la vois toujours au collège et Elle vous plaît toujours autant? Tout à fait, et j'ose pas aller vers elle. Donc il y a un moment, oui, où au début des années du collège, où c'est un peu difficile. Ça a dû être d'autant plus difficile quand vous avez vu votre copain David s'approcher d'elle. Comment vous avez réagi? Vous en riez, mais j'imagine qu'à l'époque, vous deviez rire jaune, non? Je sais pas, comment vous avez réagi? À vrai dire, je l'ai pas su tout de suite. Donc, je les voyais ensemble, mais j'étais peut-être un peu naïf. J'ai pas. Est-ce que là, en troisième, vous étiez capable de vous dire que vous aviez des sentiments pour elle? Je pense que pendant longtemps, à ne plus se voir, à ne plus être en contact, on a suivi chacun nos chemins. Donc elle restait en mémoire, mais c'était pas devenu une obsession. Est-ce que vous aviez des petites copines, vous, à ce moment-là? Oui, mais c'était... Des brunes aux yeux noirs? Maintenant que vous en parlez, oui. Des brunes aux yeux noirs, donc. Bon. Et puis, il y a quand même cette anecdote donc de lycée. Là, vous n'êtes plus ensemble, elle revient de La Rochelle, vous n'êtes plus ensemble. Et elle vous voit dans le bus à plusieurs reprises. Elle vous croise dans le bus et vous ne la voyez pas. Mais où regardez-vous dans le bus? La fenêtre. Non, je la vois pas. Vous êtes du genre à être un peu dans la lune? Oui. Vous n'avez même pas calculé, c'est le cas de le dire. Transparente. Assise à côté, mais transparente. Comment vous l'analysez, ça, Florence, ces années d'adolescence? Alors là, pour le coup, autant dans l'enfance, tout se fait naturellement, on se pose pas de questions, on va même au-delà. Marina disait tout à l'heure que Richard jouait à l'élastique, en la regardant jouer, ou la coiffer pendant des heures. Vous en souvenez de ça, que vous lui brossiez les cheveux? Tout à fait. Oui. Donc là, on n'est pas inhibé. Et puis tout d'un coup, à l'adolescence, alors là, on se regarde de loin. Comment ça s'explique? C'est vrai que quand on est enfant, comme dit, on se pose pas de questions. Après, à l'adolescence, c'est différent parce qu'il y a aussi le rapport sexuel qui peut arriver. On se pose aussi la question, est-ce que je suis amoureux? Est-ce qu'on est en couple ou pas? On se pose pas du tout à l'enfance. Donc c'est vrai que dès qu'on commence à se poser des questions, l'être humain, souvent a peur. C'est-à-dire, bon, déjà, on a été séparés pendant 5 ans, c'était très douloureux. Si maintenant, tout l'investissement que j'avais à l'intérieur, il faut qu'il ressorte d'un coup, il peut y avoir, voilà, ce côté... J'avais même pas vu que c'était toi, parce qu'il y a aussi ce côté, voilà, j'ai pas envie de revivre cette séparation une deuxième fois. Si je la repère une seconde fois, je préfère peut-être mettre un peu de distance ou ne même pas me poser de questions, ce qui est une forme aussi de protection. Donc c'est inconscient. Bien sûr. D'accord. Et puis les corps qui changent aussi à l'adolescence, il y a tout ça aussi. Est-ce qu'on est d'autant plus inhibé qu'on est mal dans son corps à ce moment-là de la vie? Parce qu'elle disait, Marina, que alors qu'elle a passé son enfance avec Richard et que tout était simple entre eux, elle nous disait tout à l'heure qu'à ce moment-là précis, les choses étaient beaucoup plus naturelles avec son copain David. C'est-à-dire, il lui serait pas venu à l'esprit d'embrasser Richard alors que David, c'était naturel.
Parce qu'il y a moins d'enjeux affectifs comme c'est nouveau, que là, il y a la possibilité de la perte. Donc ça n'a rien à voir. Ouais. Plus vous êtes amoureux, plus vous pouvez être inhibé de peur de perdre, en fait. Donc plus vous avez peur de perdre, plus votre corps se met un petit peu en retrait, donc plus c'est difficile, mais après, plus c'est beau aussi. C'est évidemment de passer le cap. Ça vous parle, ça, tous les deux? Oui. Oui. Donc ensuite, vous terminez vos années de lycée, chacun vous faites votre vie, vous partez, Richard, à Amsterdam. Marina nous disait qu'elle avait des nouvelles de vous par ses parents, vous imaginant mariée, en couple. Pour elle, c'était une évidence et jamais elle n'osait poser la question. D'ailleurs, vous imaginiez quoi la concernant? Vous pensiez à elle? J'ai pensé à elle, oui, Tout tout au le long temps. de ces années. Oui. Ouais. Mm. Quelle est votre vie à ce moment-là, ces premières années aux Pays-Bas? Vous avez des compagnes? J'ai pas eu de compagne à proprement parler. Plusieurs expériences, mais pas de compagne, non. Marina nous disait qu'il y avait l'horloge biologique, elle était célibataire, qu'elle commençait à se dire j'aurai jamais d'enfant, je ne me marierai jamais. Vous vous posiez ces questions-là, vous aussi? Je pense pas m'être posé, non, ces questions-là. À un moment de ma vie, j'ai peut-être lâché prise, je me suis dit, et qu'est-ce qu'elle devient? Et j'ai ressenti le besoin de lui avouer ce que je lui avais pas avoué quand j'étais enfant. Et je lui ai envoyé ce mail, et puis on est rentré en contact. Et, Mais parce que ce mail, venant de vous, que je vois quand même très timide et pudique, c'est pas rien quand même. C'est un mail dans lequel vous avouez carrément vos sentiments. Oui. Alors, ça a peut-être été plus facile de l'écrire Ah bah ça c'est sûr, j'imagine. que de lui dire après. Donc, Vous avez mis combien de jours à l'écrire ce mail? en effet, ça m'a pris plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Ah, ça vous ne le saviez pas? Non, je l'apprends, je découvre. Voilà. Jusqu'à la touche envoi, quoi. Ouais. Non, je ne savais pas. Une réaction de Florence là-dessus? C'est un peu normal que vous mettiez aussi beaucoup de temps parce que si ça avait été un an, c'est de casser tout ce souvenir et tout l'univers dans lequel vous êtes construit enfant. Et en général, tout ce qui vient de l'enfance, on a besoin que ça reste précieux. C'est un peu fantasmé, c'est un peu... même quand ça s'est bien passé, on a cette image de l'enfance qu'on a rarement envie de toucher. Parfois, on préfère même rester dans le fantasme que de se confronter à la réalité en disant si elle me dit non, là, ça va perdre du sens pour moi. Alors pendant ce temps-là, donc toutes les deux vous devenez copines, des copines intimes. Oui, très intime même. C'était ma copine avec qui je pouvais partager plein de choses parce qu'on avait, en termes d'éducation, déjà beaucoup de points communs sur notre façon de voir les choses, sur les valeurs. Et c'est vrai qu'on aimait beaucoup s'amuser et du coup, voilà. Mais elle s'amusait, elle nous disait tout à l'heure qu'elle sortait pas beaucoup et que justement ses Ah copines... si, j'ai sortais. C'est moi qui l'attirais un petit peu pour sortir. C'est vrai qu'elle était plutôt casanière. Marina a toujours été assez casanière, mais il nous est arrivé de partir en vacances et de pouvoir sortir ensemble, de passer des très bons moments. Et alors donc, l'horloge biologique tournait. À 35 ans, elle était encore célibataire, vous aussi, à ce moment-là? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un enfant entre-temps. Donc, mais effectivement, j'ai eu une vie aussi où j'ai pas toujours été en couple. Donc c'est pour ça aussi que je comprenais très bien Marina par rapport à ce qu'elle pouvait ressentir et sur le fait d'avoir besoin de construire une vie avec quelqu'un de sincère qui l'aime et de pouvoir avoir des enfants. Alors quand elle vous disait j'ai 35 ans, j'ai un chat et je terminerai ma vie comme ça, vous lui répondiez quoi? Non. Mais non, ça arrivera parce que je pouvais pas, je ne connais pas l'avenir, donc je peux pas savoir. Ouais, en même temps, vous deviez être dubitative dans la mesure où elle sortait pas. C'est vrai que c'est compliqué parce que puis à l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, donc c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile. Quand elle a reçu ce mail en avril 2008, c'est ça? En avril 2008, elle vous en a parlé? Ah oui, donc elle m'a appelée. Et là, elle m'a parlé de Richard. Alors moi, au début, c'était assez vague, Richard. Puis elle me dit, mais si, Richard, tu sais, celui qui me coiffait les cheveux quand j'étais petite. Elle vous l'avait raconté? En fait, c'est vraiment l'anecdote qui m'a marquée parce que je me le suis
tellement représenté parce que c'est joli quand même. Comme attention d'avoir un petit garçon qui coiffe. Donc quand elle m'a dit ça, du coup, je me suis rappelée. Là, pour le coup, Marina, elle était dans un état d'émotion où c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, où il y avait à la fois cette appréhension, ce qui était normal, je pense, à la fois beaucoup de joie, du bonheur, de l'espérance aussi, et du coup, pas savoir ce qu'il va aller faire en fait. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé? Elle avait l'air tellement heureuse en fait que je lui ai dit fonce, vas-y. Ouais. Fonce en prenant le risque d'être déçu, mais il vaut mieux le vivre plutôt que de passer à côté. Voilà, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc elle avait rien à... Selon moi, elle n'avait rien à perdre. Ouais. Elle n'avait pas spécialement d'attache ni familiale, elle n'avait pas d'enfants ici, pas de... Elle avait des amis, mais des amis, on peut toujours garder le contact, la preuve. Donc c'était pas gênant pour elle. Ça vous a surprise qu'elle décide de tout plaquer, de changer de vie, de partir là-bas? Est-ce que vous la pensiez capable de ça? Non, ça m'a pas étonnée en fait. Non, ça vous a pas étonné? Non, dans le sens où Marina, c'est vrai qu'elle aime bien être chez elle, elle aime bien avoir son confort, mais c'est une personne aussi battante et dynamique et de réfléchie aussi. Je pense qu'elle faisait ce qu'il fallait et qu'elle était sûre d'elle. Vous portez quel regard, vous, sur cette histoire? C'est magnifique. C'est déjà, l'histoire est belle parce que se retrouver comme ça des années alors qu'ils avaient tissé des liens petits, etc. que Richard finalement lui envoie ce mail à un moment donné en plus de la vie de Marina où c'était pas simple. C'est très beau. Et puis aussi c'est tombé à une époque où Marina rêvait de ça. Donc c'était un joli rêve qui se réalisait. Florence, on s'expose quand même parfois à de grandes déceptions dans ce genre d'histoire, parce qu'on entend beaucoup de personnes, surtout aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de gens qui retrouvent leur premier amour et parfois, comment on doit aborder les retrouvailles avant de parler de leurs retrouvailles, parce que c'est vrai qu'on peut s'exposer à de grandes déceptions. En même temps, je pense que c'est plus douloureux d'avoir des remords, comme on disait, ou toute notre vie, que vous disiez, voilà, pendant des années, je commence à y penser à quelque chose, plutôt que vivre, avoir une déception dans le réel et passer à autre chose. Parce que le problème de ce genre de relations, c'est qu'on peut les fantasmer parce qu'elles sont liées à l'enfance, donc quelque chose de beau. Bien sûr. Et puis on s'empêche de vivre et inconsciemment même de rencontrer d'autres personnes parce qu'on se dit, on compare toujours, souvent avec son premier amour en disant c'était quand même mieux. Et le fait de vivre la chose, même s'il y a une déception, on se remet plus facilement une déception. Donc vous êtes une pro de la confrontation au réel. Toujours. Alors justement, la confrontation au réel, les retrouvailles, donc elle répond à votre mail assez vite en vous demandant des précisions quand même. Ça vous a surpris qu'elle mène sa petite enquête? Oui, un peu, oui, parce que moi je me suis pas trop posé la question quand je lui ai envoyé le mail, c'était elle. Donc oui, elle a vérifié en me posant des questions très spécifiques auxquelles seul moi pouvais répondre. Donc elle a bien vérifié si j'étais bien la bonne personne. Et puis les coups de téléphone, tout de suite vous vous êtes retrouvés, il n'y a pas eu de gêne? Je m'attendais en fait à avoir un moment de flottement, de gêne, et puis non, du tout. Quand vous lui envoyez des billets pour qu'elle vienne vous rejoindre à Amsterdam, vous avez une idée derrière la tête? On avait passé beaucoup de temps au téléphone auparavant. Ouais. Oui. Est-ce que la séduction s'était immiscée dans ces coups de téléphone? Oui. Déjà? Oui. Tout à fait. Ouais. Donc là, c'était vraiment deux adultes, l'un face à l'autre, avec l'envie de se plaire. Tout à fait. Quand vous l'avez vu débarquer, qu'est-ce que vous avez ressenti? En tailleur. Un peu... Elle vous a plu? Oui, elle m'a plu. J'étais un peu angoissé à l'idée de la revoir. Et puis, à nouveau, une fois que la rencontre s'est faite, toute cette angoisse a disparu. Et puis, non, mais déjà physiquement, quand vous la voyez de l'autre côté de la vitre, vous dites quoi? Vous éprouvez des petits picotements, des petits papillons dans le ventre? Je veux tout savoir. J'avais une boule au ventre, les mains moites. Voilà. Donc voilà. Symptômes classiques, alors. Très bien. Donc tout est allé très vite après, quand elle vous a fait la surprise de vous annoncer qu'elle prenait la décision de tout plaquer. Ça vous a étonné? Non.
je m'y attendais parce que pour moi c'était une évidence. Alors je me suis plus posé de questions. Autant je m'en suis posé pendant plus de 30 ans. Après, une fois l'avoir rencontré, non, je me suis plus posé de questions. Vous vous dites quoi aujourd'hui, Richard, quand vous repensez à cette histoire, que vous avez perdu beaucoup de temps? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut tout changer? Si on pouvait tous le faire, peut-être qu'on changerait tout. Maintenant, j'ai pas spécialement envie de me poser la question et je regarde devant moi. Donc, C'est peut-être aussi toutes ces années, toute l'expérience que vous avez acquise chacun de votre côté qui vous a permis de vous retrouver en étant dans la même phase de vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence? C'est très important justement que vous puissiez vous construire en tant qu'adulte pour vous retrouver. Parce que la grande peur qui existe sur les histoires d'amour enfant, c'est que ça peut marcher jusqu'à 10, 15, 20, 30 ans. Après, il y a une sorte d'étouffement où une des deux personnes se dit « mais j'ai rien vécu de ma vie d'adulte. J'ai besoin de te quitter, même si je t'aime souvent. Je t'aime, mais j'ai besoin de vivre autre chose, de voir qui je suis dans le monde réel et pas que dans mon monde d'enfant. » Ah, toujours Donc, finalement, dans le monde réel. Bien sûr, parce que dans votre construction, vous êtes enfant. Donc, il y a vraiment des sentiments, il y a quelque chose de très beau, mais c'est pas nommé, donc ça reste un peu préservé. Vous vous construisez en tant qu'adulte, donc vous pouvez vivre une histoire d'adulte. Que quand on a une histoire d'enfant et on grandit en tant qu'adulte, mais que finalement on n'a jamais expérimenté ce que c'était que se confronter en tant qu'adulte, il y a souvent quand même cette peur de dire est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois trouver une autre femme, quitte à ce que ce soit même décevant. Mais parfois il y a cette pulsion de vie qui dit je dois aller vers le monde extérieur pour voir un peu ce qui s'y passe. Donc, finalement, pour vous, finalement, c'est le scénario idéal, ça? Au niveau psychique, oui. Parce que vous êtes enfant, vous aimez comme des enfants, vous séparez et vous retrouvez comme des adultes avec un schéma d'amour et ce qui s'accompagne du coup d'autres agréments. Oui, c'était au bon moment. Ouais. C'était pourquoi à ce moment-là, voilà, c'était écrit, ça devait arriver. Qu'est-ce que vous dites, vous, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ont aimé follement durant leur enfance et qui peut-être se torturent l'esprit comme a dû le faire Richard pendant des années? Vous diriez quoi? La même chose de se confronter au réel. Quitte à être déçu, qui ne tente à rien. Donc vraiment, juste, j'ai un sentiment, je vais jusqu'au bout, parce que si fantasmatiquement ça prend toute ma place dans la tête, encore une fois, j'ai plus de place pour le reste. Donc même si je suis déçue, ça crée un vide, hein, c'est sûr, ça crée une tristesse, mais après je crée un espace en moi pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Et comme par hasard, souvent, quand on a de l'espace en soi, il y a quelqu'un qui vient. Et puis peut-être aussi un mot pour celles qui sont toujours célibataires alors que les années défilent et que l'horloge biologique tourne. Donc c'est un peu ça, quand on s'accroche à sa tristesse de ne pas avoir d'enfant et d'être célibataire, c'est pas le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un, c'est un peu ce que vous dites aussi. Bien sûr, mais c'est vrai qu'à vivre, c'est quand même compliqué. Pour les personnes qui n'arrivent pas à rencontrer, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, c'est pas forcément non plus la chose la plus simple pour rencontrer, mais c'est déjà être en phase avec la vie dans des petites joies et de laisser les choses faire. Après, c'est pas forcément évident quand on est dedans. Mais voyez que finalement, au moment où vous y attendez le moins, vous avez le plus peur, il y a quelque chose qui arrive, mais en même temps, votre désir, il est concret. J'ai besoin d'un enfant, j'ai envie d'une histoire, je laisse les choses venir et il y a quelque chose qui arrive. Tout est possible. Il faut toujours y croire. Et se mettre dans une disposition A. C'est-à-dire vraiment, ok, je suis célibataire, ok, je souffre, mais on verra demain. Et aujourd'hui, je profite, je sors, je vois mes amis, je rigole et je laisse la vie me surprendre. Parce que finalement, on s'accroche à un fil, alors peut-être la rencontre, elle va être sur un autre axe. Ben, c'est très clair, hein, ça. Vous êtes d'accord, Marina? Je suis tout à fait d'accord. Richard, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Marina, aujourd'hui? c'est ma compagne, c'est Marina, c'est celle que j'ai appelée quand j'étais petit ma Marina, le restaurant. Ils sont touchants tous les deux, ils sont trop mignons. Hein, C'est adorable, je les adore. Richard, merci de tout cœur parce que j'imagine à quel point c'est difficile pour vous, vous, le pudique et le timide, de venir exposer vos sentiments comme ça. Je pense que votre témoignage donnera certainement beaucoup d'espoir à ceux qui se disent que plus jamais ils ne connaîtront l'amour. Profitez, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites il faut. J'avais ma certitude, donc je suis passée à autre chose et je me suis pas accrochée à me dire il faut trouver quelqu'un
Voilà, c'est ce que vous disiez, laissez venir la vie, si ça doit arriver, ça viendra, voilà. C'est toujours cette fichue histoire de lâcher prise. Hein. Voilà, se dire même une petite phrase tous les matins, je m'ouvre à l'amour, et je vois ce qui se passe. C'est tout. Ah bon, ça marche? Ça lâche la pression. Je m'ouvre à l'amour, voilà. Je m'ouvre, ça ne veut pas dire je m'accroche, c'est juste je m'ouvre à l'amour et je laisse. Je laisse infuser. Très bien. Bien, c'est une sorte de mantra qu'on répète Tous les jours. Je vais vous présenter maintenant nos dénicheurs. Alors en général, ils essaient de trouver des réponses à des problématiques de la société, mais là, puisqu'on a parlé d'amour, eh bien, ils vont eux aussi, friands d'amour, nous raconter de belles histoires d'amour. Ils vont nous rejoindre tout de suite. Alors il y a Luc, il y a Brigitte et il y a Charlotte. Bonjour. Tous les bonjour, trois. Alors bonjour, là, bonjour. pour parler d'amour, Salut, chérie. Brigitte, la grande amoureuse, notamment. Ben oui. Luc, lui, il parle d'amour, mais en général, il nous parle de son histoire d'amour avec sa femme. hein. Oui. Mais aujourd'hui, ça va être un peu différent parce que tu as trouvé un couple étonnant là, qui va nous faire rêver. Et Brigitte, Alors, si je vous disais qu'en regardant autour de vous, comme ça, simplement regarder, vous verriez des cœurs partout. Vous ne me croiriez pas, vous direz, elle est folle, Brigitte, un petit peu bizarroïde. Eh bien non, ce sont deux artistes amoureux qui ont fait un livre, super, mon coup de cœur, plaisanterie, voilà. mais deux artistes ensemble, amoureux l'un de l'autre. L'un de l'autre. D'accord. L'un de l'autre, je vais vous raconter après comment ça s'est passé. D'accord. Voilà. Très bien. Et Charlotte, elle aussi très friande d'histoire d'amour. Elle est très fleur bleue. Ouais, très fleur bleue. Là, je suis en Elle est, ouais. pleine très belle histoire Elle est d'amour. dedans. Complètement dedans. Et toi-même Ah oui, toi-même oui, oui. dans Ah une oui, histoire là, d'amour. ouais. Au début en plus, donc. Bon, bah c'est sympa. Tu veux raconter, ça fait comment? Tu l'as rencontré comment? Ah, vous voulez savoir? Ah bah, on veut savoir. Bah, c'est une amie qui nous a fait rencontrer. Ouais. Et après, on a fait le reste. Il y a il y a combien de temps? On allait boire un verre. Ah oui, pardon, j'ai mauvais esprit, moi. On a 6 mois, 7 mois. Bon. Et donc c'est. Bah, ça, c'est l'amour fou, là. C'est on est au top de l'amour. ensemble, tout. Non, pas encore, mais on y vient. Bon. Et alors, comment vous échangez? Comment vous parlez d'amour? Puisque c'est un peu Oui, alors. l'histoire que tu vas nous Je n'ai raconter. pas encore l'objet dont je vais vous parler aujourd'hui, donc pour l'instant on se le dit à l'oral et on se l'écrit aussi beaucoup et aussi il m'a écrit une lettre d'amour écrite à la main avec un stylo et ben je peux vous dire qu'il a marqué des points avec ça parce que on s'écrit plus de lettres. C'est vrai. Et quand j'ai eu une lettre dans ma boîte aux lettres, c'était une belle surprise quand même. Donc là, ce dont tu vas nous parler, c'est une autre manière de se dire des mots d'amour. Exactement, mais justement j'ai envie de garder un peu le suspense. D'accord. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette boîte il y a beaucoup d'amour et voilà, je vais vous en parler après. Et Luc. Et moi? Luc, alors, tu as trouvé un couple étonnant. Ah oui. Alors, je vais vous parler de Marie et Thomas. Marie et Thomas, c'est un amour de jeunesse, un petit peu comme vous, mais qui se sont rencontrés un petit peu plus tard. Ils se sont connus au lycée. Ils sortent ensemble, ils s'aiment, et puis ils se séparent. Ah, donc ça c'est très bon, c'est ce que nous a dit Florence, c'est très bon parce qu'il y a une confrontation réelle entre le fantasme de l'enfance. Donc ça part très très bien, hein, vous êtes d'accord? Donc vous êtes en train de me dire que si je me suis pas séparée parce que j'ai connu quelqu'un à l'époque du lycée, ça c'est très mauvais alors. Non, mais ta femme, tu l'as rencontrée quand? Au lycée? C'est très compliqué. Alors, Sa vie est très compliquée. Ah oui, il est vraiment, hein. au boulot, tu sais, comme... Ah bon, au boulot, donc c'est pas un amour d'enfance? Oh, non, Bon, alors, non. ça va, ça va. J'étais petite quand même. Donc, Thomas et Marie se rencontrent au lycée et se séparent. Et après, en 2001, ils se retrouvent ensemble à la fac. Et là, paf, c'est reparti. Ils ne se quittent plus. Et ce sont des amoureux du voyage. Alors, pour le travail de Thomas, qui lui devient consultant, sa femme Marie est journaliste, ils partent vivre en Afrique du Sud. D'accord, ils partent. Hein. Et de leur union naîtront 4 enfants. Alors, je vous les montre, là, regardez, voilà, ils sont superbes. Hein. Alors, là, il y a Marie et Thomas, et puis il y a Louison, Léontine, Achille et Oscar. D'accord? Donc ça, c'est en Afrique du Sud. Ça, c'était en Afrique du Sud. Et alors, comme ils ont super envie de voyager, ils se disent, et si nous partions en voyage avec nos enfants, à 6 donc, alors, ils décident de faire tout un grand tour du sud de l'Afrique, pas que l'Afrique du Sud, la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe. Ils économisent pendant 5 ans. Ils s'achètent un 4x4, une remorque et une tente pour pouvoir loger tout le monde. Et ils décident donc de faire tout un tour du sud de l'Afrique
et tout un tour du sud de l'Amérique. Ils vont se déplacer avec... Voilà. Alors c'est pas mal parce que... Mais sans travailler alors, ou il y a un but professionnel derrière? Ah non. Là, ils avaient beaucoup travaillé, ils ont mis des sous de côté. Ils ont pris une année sabbatique. Enfin, Thomas a pris un congé sans solde, et comme elle avait eu plein de bébés, elle était encore en congé maternité. Ah oui. Donc pendant 18 mois, ils se sont dit, on va faire un beau voyage en famille, ça va tester notre amour, ça va resserrer les liens, ça va permettre de passer du temps avec nos enfants. Et alors ce qui est rigolo, c'est que comme maman est journaliste et qu'elle fait des reportages, eh bien, elle poste des reportages sur Internet. Donc elle fait des films. Alors c'est une façon rigolote de faire des reportages parce qu'en plus ce sont les enfants qui racontent leurs aventures au gré du voyage. Alors je vous invite à regarder un premier extrait de leur voyage en Afrique. C'est ici qu'on va partir pour faire un grand voyage. Direction l'Afrique, puis l'Amérique du Sud. Embarquez avec nous, on vous a fait une petite place dans le 4x4. Sur les pistes, dans les lits de rivières asséchés. Dans les dunes, les villes fantômes, on vous emmènera partout. On va voir des girafes et des léopards. Des lions, des autruches, des rhinocéros, des crocodiles. Des éléphants, des babouins, des hippopotames. On va aussi faire de belles rencontres. On va voir des aventures incroyables. Est-ce qu'on peut caresser les bébés babouins? Formidable souvenir hein, pour Ah ouais, les enfants. ça c'est la bande-annonce qui présente leur voyage. En fait, hein. C'est génial. Et alors quel est le but du voyage? Alors le but, c'est de pouvoir déjà vivre ensemble en famille, hein, se confronter à la vie au quotidien, dans des conditions peut-être pas toujours très simples, et puis aller à la rencontre de cultures différentes, de langues différentes, d'arts de vivre différents, nouveaux. Et puis, imaginez, enfin moi je sais pas vous, mais moi enfant là, aller voir des lions et des singes et des trucs, ça m'aurait bien botté, parce que je suis pas sorti de Toulouse moi jusqu'à 18 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence? Pour des enfants, c'est une éducation incroyable, des souvenirs incroyables. Au-delà des souvenirs, c'est encore une fois, c'est se confronter à la vie. Au lieu d'aller dans un zoo, c'est d'aller voir directement les animaux dans leur habitat. Et puis c'est des souvenirs très constructeurs aussi pour la famille. Quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Et puis, rappelez-vous, je sais pas vous, mais moi j'avais des parents qui disaient non, j'ai pas le temps. Non, là j'ai du boulot. Là, ah non, ce soir je rentre pas. Là, on est tous les jours. Ça doit peut-être être un peu pénible la langue d'avoir ses parents tout le temps. Mais quand même, on a du temps libre pour ses enfants. C'est quand même. Et puis les enfants sont pas vraiment vus comme des enfants. Ils participent au même titre que chacun. Alors que souvent, on a tendance à beaucoup séparer les enfants, une activité à droite, une activité à gauche. Là, au moins, il y a une vraie cohérence. Alors, ils sont allés où déjà, ils sont partis d'où ils vont? Donc voilà, ils sont partis en janvier 2016. Ils sont partis de l'Afrique du Sud. Ah, je vais vous montrer une carte même. J'ai tout prévu. Voilà, donc ils sont partis, voilà. Ils sont partis d'Afrique du Sud. Ils ont fait tout un tour là comme ça, Zimbabwe, Zambie, Malawi, blablabla, Botswana, Namibie. Voilà, ils ont fait tout un périple du sud de l'Afrique, quoi. En combien de temps? Alors, ils sont partis en janvier 2016 et en juillet 2016, ils ont quitté l'Afrique. Ils ont pris un bateau. Et ils sont allés dans l'Amérique du Sud. Donc ils sont arrivés en Uruguay, ils ont commencé Paraguay, Brésil. Là, ils sont en Bolivie en ce moment. Mais après, ils ne savent pas. Ah, ils n'ont pas d'itinéraire. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est que la seule préparation qu'ils ont faite, c'est d'étudier des cartes routières pour voir si leur bagnole, elle pouvait rouler dessus. Ça, c'est la seule limite. D'accord? Mais sinon, ils se disent, là, on s'y plaît, ben, on y reste le temps qu'on veut. Là, on s'en va. D'accord? Mais ils dorment où? Alors, justement. Parce que ça non plus, c'est pas prévu à l'avance. Et non, ils se posent là, il faut arriver à faire un feu, à ouvrir la tente, à construire la tente, voilà. Mais si vous voulez comprendre comment ça marche au quotidien, je vous propose de regarder un dernier extrait. Faites comme nous. Ajoutez 2 roues à votre maison et emportez le strict minimum. Ici, c'est la cuisine, les placards.
le frigo. Et nous voilà, partis à l'aventure. On dort où on veut, au milieu de nulle part, dans le désert en Namibie, dans la savane. Nos voisins, ils ont des crocs. On a trouvé des traces de hyènes dans la boue. Quand j'étais dans la classe en train de faire l'école, il y a une hyène qui est passée. Et ici, quand le voisin demande de faire moins de bruit, on l'écoute. On a vu des éléphants près de notre camp. Et on les regarde. À l'heure de pointe, les bouchons sont assez dépaysants. Au milieu d'un troupeau d'éléphants, il doit y avoir 20 ou 30 éléphants avec pas mal d'éléphantaux. Et on essaie toujours d'éviter d'être au milieu des troupeaux d'éléphants, surtout quand il y a des éléphantaux. Donc on recule silencieusement en essayant de ne pas se cogner sur un éléphant qui traverse derrière. Et regardez ce qui est devenu le crachat parisien. We are camping in the rain, just camping in the rain. Et en plus, ils sont beaux. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais ils ont quand même l'air de bien se marrer. Ouais, Ils ont l'air cons. Mais c'est quand même bien étudié leur affaire là, parce que la petite remorque avec le frigidaire, la cuisine et tout, c'est malin. Ah, j'avais jamais vu ça, le coup de la cuisine intégré dans la remorque. Ah mais c'est eux qui ont dû le customiser comme ça, tac, tac, tac. Hein. Ah oui. Alors ils sont très contents. Ils sont très contents parce que donc leurs enfants s'épanouissent comme ça, on s'imagine. Maman fait l'école à la maison. L'école dans la tente, si je puis dire. Elle n'a pas voulu suivre le CNED, tu sais, le Centre national d'éducation à distance. Elle est allée, avant de partir, voir tous les instits de chacun des enfants pour qu'ils fassent le programme. Enfin voilà, elle est bien investie et tout ça. Une journée, alors c'est un peu régulé, c'est au gré des envies, par la praticabilité aussi des routes, c'est-à-dire qu'on passe par là, pas par là. Et l'idée, c'est on se lève, on déjeune, on fait un peu d'école. Et après, on prend la route. Si on a envie de s'arrêter au bout de 2 heures, on s'arrête. Mais il faut trouver, avant tout, un endroit où on va pouvoir se poser, pouvoir bivouaquer. C'est vraiment l'objectif, quoi. Voilà. Bah oui, c'est chouette. C'est des souvenirs pour la vie, ça. Oui. C'est évident. Et alors, c'est marrant parce que Après, c'est une responsabilité pour la maman. Oui. Il faut quand même avoir, il faut être rigoureuse, il faut s'être renseignée sur les programmes scolaires. C'est pas évident quand même. Ouais. Vous avez du recul par rapport à ça, à ces parents qui font la classe aux enfants? En général, ça produit de bons résultats? Oui, même les parents qui déscolarisent leurs enfants, c'est des parents qui naturellement sont déjà très investis et qui prennent un peu de recul sur la société. Donc en général, ils ont plein d'idées, c'est des parents qui peuvent être créatifs ou aventuriers. Et les enfants, quand ils sont bien, ils apprennent beaucoup plus vite et du coup, ils ont envie de jouer aussi, ils peuvent avoir du temps beaucoup plus. Donc même si le temps de classe est réduit, vu qu'ils sont très concentrés sur une tâche et que c'est fait dans la joie, ça va. C'est exactement ce qu'elle disait, parce qu'on a là, ils sont en Bolivie, donc on a communiqué elle disait, par mail, et donc elle disait, on fait 1 ou 2 heures par jour de classe, ça suffit, parce que le petit doit travailler les dinosaures. Là, on est dans des endroits où il y a des vraies traces de dinosaures. Donc les choses de la vie, on peut apprendre l'espagnol. Là, on est dans un pays où on parle espagnol, donc on va apprendre des langues comme ça. Il y a une école de la vie au quotidien comme ça. J'imagine qu'il n'y a quand même pas que des trucs faciles, il doit y avoir des galères aussi. Alors il y a aussi, c'est sûr qu'il y a des galères. On se retrouve au milieu du désert avec... Non, pire, ils ont eu le bidon d'eau potable percé, donc ils n'avaient plus d'eau. Bon, on se retrouve chargé par un troupeau d'éléphants, un grand classique, les scorpions dans les pantalons aussi. Mais bon, ils sont toujours en vie, ils vont bien. Non, mais comment ils font quand ils ont une galère de santé, justement? Parce qu'ils sont des enfants jeunes, s'ils sont au fin fond du désert, est-ce qu'il y a une assistance? Comment ça se passe? Il y a tout le temps des systèmes d'assistance où on peut toujours appeler avec des téléphones satellitaires. Mais pour l'instant, ils croisent les doigts, il n'y a pas eu de soucis. Et puis, on est toujours quand même près d'une grande ville où il peut y avoir, pas très loin, et on trouve facilement de quoi se faire aider. Ça, c'est pas un souci. Moi, pour avoir fait des treks comme ça, un peu aventure et tout ça, il y a toujours moyen de se faire. Ça fait souvent peur, et ça arrive que très, 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 très rarement. Hein. Donc, il leur reste combien de temps de voyage et combien de pays à parcourir? Ils ne le savent pas eux-mêmes. Pour l'instant, ils ne le savent pas. Ils sont en Bolivie. Ils se disent peut-être. Voilà. Mais en tout cas, ils se sont donné 18 mois de voyage. Donc, normalement, l'été prochain, ils vont terminer leur voyage. Alors j'imagine qu'ils vont faire un livre. Alors ils vont peut-être, parce qu'il y a les papis-mamies aussi qui veulent voir les petits aussi, il y a de ça. Mais ils ont un autre projet qui est de faire toute la route de la soie.
dans le même mode de transport, et la Mongolie à cheval. Voilà. D'accord. Ça va être pas mal. Ouais. Ben ouais. Donc, ils pourront demander à Frédéric, ils pourront Oui, leur donner voilà. quelques adresses. Il l'a Exactement. déjà fait, je croyais pas. Il était Oui, là-bas oui. avec vous, oui. solo. Ouais, absolument. Oui, ouais. t'as inconnu. Hein. Alors, si on veut suivre ce voyage... Alors, ils éditent un blog justement avec tous les épisodes de leur voyage, comment ils chassent avec des arcs, comment ils attrapent le poisson à main nue, comment ils font du beurre avec du lait en séparant la crème, ils apprennent plein de choses. Et ça, c'est sur leur blog. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site de Mille et une Vies et vous pouvez suivre leurs aventures. Formidable, magnifique. C'est magnifique. Ouais, ça nous plaît. Brigitte, alors là encore une histoire étonnante entre deux artistes qui sont tombés amoureux l'un de Voilà, l'autre. qui sont amoureux depuis un petit moment. Et alors, ils s'appellent Julie Lipinski et Thibaut Chenaille. Alors, tous les deux, ils ont 44 et 45 ans. Un beau jour, Julie, dans la rue, voit sur le sol un papier. Voilà, les voilà. Ils sont les beaux voilà. comme tout, hein. Ils sont très beaux aussi. Donc, elle trouve un petit papier tout écrabouillé, tout piétiné, en forme de cœur. Alors, elle se dit, bah, tiens, je sais pas ce qu'il lui prend. Elle le photographie. C'est un signe. Bah oui, avec son voilà, avec son portable, elle le prend en photo et elle l'envoie à Thibaut. Et Thibaut est tout ému, il se dit, oh là là, il est tout content. Il est moustillé, quoi. C'est un gars, quoi. Bon. Toi, tu es moustillé tout de suite. Ah oui. Oh, Quand même, Amélie. il est tout ému, je te dis. Ah, pardon. Et donc, à partir de ce jour-là, il a commencé à photographier lui aussi alors un vieux chewing-gum écrasé en forme de cœur, des choses peut avoir, voilà. Mais des choses le principe est de ne pas les toucher, de ne pas les modifier. Il faut les photographier comme ça. Tomber dessus par hasard. Voilà, et ils se les envoient. Pendant 5 ans, ils font ça. 5 ans, ils s'envoient des choses comme ça. Et puis, c'est devenu vraiment un réflexe. Ils peuvent plus s'en empêcher. Alors, leurs amis se moquent d'eux un petit peu. Puis, finalement, tout le monde est contaminé. Et tout le monde commence à faire des photos comme ça. Ils en ont fait quoi, tout ça? Parce que, Alors, ils en ont fait un livre. D'un moment, ça leur a fait Que combien de voici. photos? Un livre que voici. Et alors, Ça n'a pas dû être évident de faire... Ils ont trouvé un éditeur? Ils ont eu un éditeur, mais ils l'ont pas trouvé tout de suite. Ils se sont dit, on va aller sur un site de financement participatif. Et en 50 jours, 168 personnes leur ont donné plus de 12 000 euros. Pas mal. Un éditeur était super intéressé, et puis cet éditeur, au bout de 6 mois, il s'est désisté. Ouais. Alors ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas abandonner ça. Et ils sont auto-édités. Et ils ont édité ce livre. Alors je peux vous montrer. Alors donc c'est un livre de photos? Que des toutes les photos qu'ils ont prises? Voilà. Alors je vais vous en De tous montrer ces cœurs quelques-unes. trouvés par De hasard. tous ces cœurs trouvés comme ça dans la rue. Alors voilà, regardez celui-là. Ce sont des petites feuilles en forme de cœur. Tu vois, des petites brindilles plus exactement. Et c'est mignon. Et ça n'a pas été retouché, on dirait. C'est-à-dire Moi, j'avais un doute. Ils n'ont pas non. fabriqué le cœur avec les brindilles? Pas du tout. Là, vous voyez des cailloux. On a tous trouvé des petits cailloux en forme de cœur. Moi, je sais que j'en ai gardé. Hein. Ouais. Pas vous? Non, je n'en ai pas trouvé. Moi, j'en ai trouvé plein. J'adore ça. Alors, attendez, je vais vous en montrer. Des nuages, j'imagine. Il devait avoir une photo Alors, de le nuage. Alors, ça, c'est ma préférée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils ont 2 petits-enfants qui s'appellent Swan, qui a 10 ans, et un petit qui s'appelle Marlo, qui a 3 ans. Et ces petits-enfants sont devenus aussi des chasseurs de cœur. Parce qu'ils s'appellent les chasseurs de cœur maintenant. Ouais. Et ça, c'est Swan qui l'a vu un jour. Il était avec son papa. Il lui dit, je vois un cœur dans les nuages. Et son père le regarde. Et c'était cette photo-là. C'est beau, non? Très beau. Voilà. Très poétique, hein. Ouais. Mais oui, ce sont des poètes, ces gens-là. Je vais vous en montrer d'autres, celui-là aussi, que je trouve trop mignon. Une famille, ils appellent, parce qu'ils ont donné des noms aussi à leurs photos. C'est Alors, quoi? Je vois pas, je sais pas trop, c'est une espèce de graine. C'est des châtaignes, hein? Non, elles sont peignées maigrillottes. Hein, Ou ces des châtaignes. bogues, ou des bogues, on dirait. Oui, hein, avec des petites, on dirait des petits bestiaux dedans. Ah oui. Hein, mais c'est mignon. Voilà. Donc est-ce qu'il y a un objectif qui sous-tend tout ça? C'est apporter du bonheur. Apporter du bonheur. Et pour eux, c'est comme un petit... comme quand on allait chercher les œufs de Pâques, vous savez, dans les jardins. Bah pour eux, c'est une réminiscence de ça. Et ça apporte du bonheur. Et ça les rapproche. Leurs amis sont devenus complètement accros. Et donc, ils échangent, etc. Ça les a rapprochés. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce livre, en se disant que peut-être, ça allait apporter du bonheur aux gens. Oh, le saucisson. Le saucisson, ils ont appelé ça Saucisson bonheur. la tentation. Ah ben oui. Ah, bien sûr. c'est vrai que ça donne envie. Hein. Pardon. Est-ce que chaque photo porte un nom? Chaque photo porte un nom dans ce livre. Ils ont fait aussi, Joli, on les voit peut-être encore oui, là-dessus. pas les mêmes, oui. Ouais. Oh, il y en a une que j'adore aussi. Ça s'appelle Blessé mais pas mort,
avec un petit bobo en forme de, en forme de cœur. Sur le doigt. Trop Et mignon. juste à côté, il y a marqué réconciliation. Et tout ça, c'est pas truqué, hein. C'est pas truqué. Non, 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 non. La coller entre deux crêpes. Voilà. Il fallait le faire quand même. Oui, ça c'est très rigolo. Et maladie d'amour. Regardez-moi ça. C'est pas mignon? La petite feuille qui sont malades. Oh, trop mignon. Mais Et quand alors, même en forme de si on devient à notre tour chasseur de cœur, est-ce qu'on peut leur envoyer oui. des photos? Ils ont un site maintenant et ils ont un mur qui s'appelle le mur d'amour. Et vous pouvez leur envoyer vos photos qui seront sur le mur. Si on veut offrir le livre à 15 Noël? euros. Oui, 15 euros, c'est pas très cher comme cadeau de Noël. C'est une excellente idée, je trouve. Ah ouais, c'est un joli Allez, livre en tout cas. Ah, Sympa. voilà, plein de bonheur dedans. Arina? Et c'est Didjet qui a faim. Ah, ça Elle est pleine d'amour. Bah, ça veut dire ça. Elle exprime à sa manière. Elle aussi. C'est ma voix pointue. 2 minutes, Jet. Hein. Elle a faim. Attends, je vais lui donner un petit bout de gâteau, même si c'est interdit. Mais bon, allez, voilà. Alors donc, comment se parler d'amour quand on est amoureux et qu'on vit loin l'un de l'autre? C'est ça un peu l'histoire. C'est ça l'histoire. Alors l'histoire, c'est Jean, un geek amoureux, très amoureux de sa petite chérie, et il doit partir 1 an aux États-Unis pour le travail ou les études, et du coup il va se retrouver loin de son amoureuse. Et il se dit, mais comment garder un lien un peu romantique entre elle et moi? Et il pense à cette espèce de boîte, voilà, pour du coup lui envoyer des messages qu'elle recevrait directement, et qui serait une espèce de boîte de l'amour entre eux. Donc est né cet objet, qui est un très bel objet parce qu'en fait, il est en brut bois de hêtre, fabriqué dans le Jura et Un produit surtout, français. un produit Mais français. Charlotte, mais- je comprends pas pourquoi il se contente pas de lui envoyer des messages par SMS Bah oui. ou à lui attendez, écrire vous des êtes lettres. voilà, vous ou êtes lui trop pressés, vous téléphoner. n'êtes pas assez. Mais C'est pas assez romantique. Ouais, très romantique. Non, il fallait trouver une autre idée. Il fallait que ce soit. Voilà, ils voulaient qu'il y ait un espace, un écrin dédié à leur amour, parce que justement la distance pouvait éventuellement effacer un peu ces traces et ces messages doux qu'on s'envoie ou qu'on se dit à l'oral. Du coup, il a créé cet écrin qui donc est fabriqué en France, dans le Jura, à Saint-Amour. Oh, Bah oui, bien sûr. Mais il Et alors- est parfait, ce garçon. Oui. C'est lui là, c'est lui. Voilà, c'est lui. Ah, oui. Ouais. Ils Et alors, sont comment beaux, ça en marche général, ceux que vous trouvez. On est très amoureux, je répète. Pardon. Et alors, comment ça marche Imaginons que pour le travail, par exemple, Sophie, tu m'envoies à l'autre bout de la Terre, à Tahiti, par exemple, au hasard. Pardon, mais je préférais y aller. Eh bien sûr, c'est très logique. Bon là, il faut que ce soit moi qui aille à tout Bon, prix. d'accord. Donc je laisse mon chéri à Paris Ouais. et j'ai envie de lui envoyer des mots d'amour aussi. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon portable, je vais dans l'application qui est reliée à la boîte, Ouais. je lui Comme- écris un message. Comme un texto. Tu veux pas nous montrer, hein? Non, mais donc tu écris un message comme un texto. Ah, Ah, il y a Ah. le cœur qui tourne. ah. Oh, c'est trop mignon. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai envoyé mon message, il se passe ça. Le cœur s'anime. Ouais. Tant que je n'ai pas lu le message, enfin que mon chéri n'a pas découvert son message, donc là, il voit que je lui ai envoyé un message que j'ai pensé à lui. Tant qu'il ne l'ouvre pas, le cœur s'anime. Une fois qu'il ouvre le couvercle, il découvre mon message. Je suis sûre que ça plaît à Richard parce que je subodore que Richard doit être un grand romantique. Vrai ou faux? Oui, sans doute. Mais un timide. C'est quelque chose qui pourrait vous plaire, ça, non? Ah oui, tout à fait, oui, c'est original, ça sort du commun. Mais si moi je l'envoie avec mon texto, c'est pareil. Non, c'est pas pareil parce que, Pourquoi en fait, ça c'est, moi je trouve que c'est un écrin qui est complètement dédié à l'amour. Bah, aux- quand voilà, on aux voit le émotions. cœur tourner. Quand on est sur notre portable, Oui, on, oui, voilà, on lit d'accord. les news, voilà, on a des messages de son Oui, banquier. d'accord, mais enfin, quand votre amoureux vous laisse un texto, il peut y avoir une petite sonnerie qui lui est dédiée, donc vous savez que c'est lui. Oui, et mais pas ça, quelqu'un c'est d'autre. comme un espace moi, c'est pas dédié. pareil. Voilà, on sait qu'on va aller chercher un message d'amour dans une petite boîte. C'est un nid. Voilà, là, il y a trop de choses, il y a trop de responsabilités, de problèmes. Ah oui. Voilà. Ah oui. Puis même si il y a sa sonnerie, il peut Et
Et en fait, n'importe quoi. Attends, là, c'est un message d'amour. Ben oui. Et là, en fait, s'il veut me répondre et me dire qu'il a vu mon message et qu'il est tout content, bien sûr, il est forcément content, on est d'accord. Oui, oui. Eh bien, il lui suffit de tourner le cœur, de faire une petite chose comme ça, enfin, un petit geste comme ça. Et là, en fait, ça envoie un cœur sur mon portable via l'application. Accusé de réception, quoi. Voilà, dit, ça m'envoie une notification et ça me dit... c'est qu'il est avec sa maîtresse. Arrête. Et donc, si toi, tu veux lui répondre... Donc, moi, je lui réenvoie un autre message. Voilà. Et donc, lui aussi a sa petite boîte comme ça. Alors, il peut aussi avoir une petite boîte et avoir l'application et on peut s'envoyer des SMS à travers la petite boîte. Et il peut aussi ne pas en avoir et du coup, recevoir mes messages. Je le sais qu'il reçoit mes messages parce que j'ai mon application qui me dit que mon message a été délivré et a été lu. Donc, voilà. Et du coup, lui, il peut activer ce cœur-là pour m'envoyer une pluie de cœurs toute la journée s'il le veut aussi. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on parle des amoureux, on parle d'amour, mais en fait, on peut aussi, et je trouve que c'est hyper intéressant aussi pour la famille, notamment les grands-parents. Par exemple, les grands-parents n'ont pas de portable forcément. Du coup, ils peuvent avoir cette boîte à la maison et les petits-enfants peuvent leur envoyer des messages d'amour. Mamie, on pense à toi. Mais alors, c'est connecté à quoi alors c'est connecté donc au Wi-Fi. Et sur secteur, voilà, avec une prise, on le branche à une prise. Il faut que les grands-parents aient quand même une box et un Wi-Fi, effectivement. Et ou alors, par exemple, pour les parents séparés, quand ils peuvent mettre ça dans cette boîte dans la chambre de leurs enfants, avec qui ils ne sont pas, quand c'est pas eux qui les ont. C'est super. Et alors, donc, ça coûte cher ? Ça coûte cher, ça coûte un peu d'argent parce que c'est fait en France, c'est du bois massif, il y a une technologie quand même à l'intérieur. Donc voilà, c'est 95 €. Il y a plusieurs modèles de cœurs. Et voilà, je trouve que c'est un parfait cadeau de Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, moi, je trouve ça génial. Je peux poser une question? Je voudrais savoir si ça tourne de plus en plus vite, si on répond pas, si on... Non. Dommage. Il y a un rythme. Est-ce que ça tourne jusqu'à ce Ça tourne jusqu'à ce qu'on découvre le message, jusqu'à ce qu'on soulève le couvercle pour découvrir notre message. Donc on sait qu'on n'a pas lu, il y a un message qu'on n'a pas lu, donc on rentre chez nous et on voit le petit cœur s'animer. Mais Richard, vous auriez pu l'inventer ça, parce qu'elle nous parlait, Marina, d'une invention que vous aviez créée quand vous étiez en CP. C'est un truc assez génial qu'on pourrait presque présenter ici. Vous savez, pour écrire les lignes de punition, lui, il avait inventé 3 stylos qui correspondaient à 3 lignes pour pas refaire 3 fois. Moi, j'en ai fait des milliers. Je suis désolée de te dire, mais on avait fait ça nous aussi. Ah bon, c'est vrai? Ouais, tu prends des stylos Bic là et tu les mets ensemble avec du scotch, un scotch, et en fait ils font la bonne taille pour les carrosses moi, tu vois. Moi, jamais pensé à et ça. donc, mais bon, on écrit mal quand même. Ça se voit. On peut se faire gauler. On va être beaucoup. Voilà. Pour pas mettre trop vague, voilà. 2, 3, c'est bon. Donc là encore, on trouvera. Donc il y a un site internet et du coup on le mettra sur. Il tourne. Je crois que j'ai reçu un message. Qu'est-ce que c'est? Alors découvrons-le ensemble. C'est pas trop perso non plus. Pense à moi comme je t'aime. Marina, non. Non, je ne chanterai pas. Nous, on chante. On mettra les coordonnées sur le site de Mille et une Vies, évidemment. Génial. Merci beaucoup pour toutes ces belles idées, ces belles histoires d'amour. Ça nous a plu, ça nous a fait rêver. Et puis, on va terminer par cette phrase que j'aime bien, fais de ta vie un rêve. Et justement, pour faire plaisir à Florence, qui aime la confrontation à la réalité, d'un rêve, une réalité. Merci à tous. Bravo pour cette belle histoire. Et merci aux éditeurs. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, lundi vous serez emporté par le témoignage de Marine Barnerias. La vie de cette jeune fille connaît un tournant décisif le jour où elle apprend qu'elle est frappée d'une maladie incurable, un électrochoc pour Marine, qui se lance alors dans un voyage initiatique en quête d'elle-même. Le neurologue me dit, écoutez, vous êtes atteinte d'une sclérose en plaques, je vais finir ma tournée et puis je repasserai vous voir demain. Ça a été hyper violent. C'est la paranoïa qui s'installe. J'avais des fourmillements et je me mettais à courir sans m'arrêter. Cette maladie, elle m'a permis de me rendre compte que c'est pas parce qu'il y a un mot qui arrive sur quelque chose que ça va m'empêcher de réaliser mes rêves. On a tous des peurs, mais on est tous capables de le faire.